Placer une terrasse par vous-même, c'est possible. Sur cette terrasse, nous allons installer des dalles de béton qui ont un look de pierre naturel. Et cela donnera à votre terrasse un look charmant et intemporel. Ces pierres sont faciles à poser, également très faciles à entretenir. Et pourtant, il faudra respecter quelques étapes d'installation. Lesquelles? C'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Bien entendu, vous devez d'abord décider de l'endroit où vous souhaitez installer votre terrasse. Dans notre cas, nous devrons tenir compte d'allées existantes. Notez également que le sol où sera située votre terrasse doit être stable, plat et drainant. Si ce n'est pas le cas, alors vous devrez d'abord vous en assurer. Mesurez approximativement les dimensions de votre terrasse, là où elle devrait se situer. Réalisez un croquis et notez toutes les mesures. Vous saurez de quelle surface vous avez besoin, mais vous saurez également quels carreaux et motifs de pose conviendront le mieux. La première étape avant d'installer notre terrasse est bien évidemment de choisir les pierres. Nous avons opté pour des dalles de béton de 80 sur 40 cm. Ces dalles ont la particularité d'avoir la partie supérieure composée d'une couche plus fine dans laquelle on peut également voir apparaître un dessin. Nous allons également poser des pierres de bordure tout autour de notre terrasse, ce qui va lui assurer solidité et stabilité. Et pour savoir combien de carreaux il vous faut, divisez la taille totale de votre terrasse par la taille du carrelage. Ici, nous pouvons facilement calculer car le joint de 3 mm est déjà inclus dans la taille. Ajoutez environ 5% pour la perte de coupe. Pour savoir combien de bordures en pierre il vous faut, mesurez les bords, ajoutez une marge ici aussi. Commandez tous les matériaux en une seule fois pour éviter des différences de couleurs trop marquées. Il est important de laisser les carreaux sur la palette et dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de la pose. Vous éviterez ainsi d'endommager les produits. Tout étant calculé, nous pouvons maintenant mesurer et tracer les dimensions exactes de la terrasse. Avec une barre d'armature et un cordon en treillis, vous serez précis et vous éviterez donc des problèmes par la suite. Entourez le cordon autour de la barre en le faisant se chevaucher pour bien le serrer. Nous n'avons pas encore prévu une évacuation correcte de l'eau. Le sol doit s'incliner d'environ 1 à 2 cm par mètre. Et pour déterminer cette hauteur, nous passons par une jauge laser. Vous pouvez également travailler avec un tuyau à niveler ou en louer un. Notre référence, c'est l'allée. Nous plaçons une corde ici, plusieurs centimètres vers l'intérieur, pour ressortir proprement notre carrelage et bordure en pierre. Avec le laser, nous déterminons ensuite un point de calibrage. Nous calculons ensuite les centimètres d'écoulement nécessaires et transposons cette mesure à l'angle opposé de la terrasse. Il est temps d'apporter les pierres de bordure. Une couche de sable stabilisé doit être placée sous cette bordure. Étalez le sable en une bande à l'endroit où les bordures doivent se placer. Tassez un peu le stabilisé pour obtenir une base solide. Mesurez jusqu'à ce que vous obteniez la bonne hauteur et ajoutez un peu de stabilisé. Les bordures en pierre sont dotées d'une languette et d'une rainure, mais nous les retirons sur la première pierre pour bien la relier à l'allée. Placez votre première bordure. Vérifiez régulièrement qu'elle soit à niveau. Remplissez les côtés avec du stabilisé afin que la bordure soit suffisamment maintenue. Ajoutez les bordures le long de la corde. Le système de languette et de rainure vous permet de progresser de manière ordonnée. Tapotez si nécessaire avec le maillet en caoutchouc jusqu'à ce que la pierre soit à la bonne hauteur. Et pour raccourcir une pierre, vous indiquez la taille désirée sur la pierre et sortez une meuleuse pour couper.
Nous transposons à présent la taille de ce coin à l'autre coin avec le laser afin de nous assurer que notre terrasse dispose d'un écoulement suffisant des deux côtés. Et sur ce côté aussi, nous plaçons maintenant des bordures. Nos pierres de bordure n'ont pas comme unique utilité d'être jolies. Elles vont également assurer que notre terrasse soit bien bloquée. Si la terrasse venait à bouger, il se pourrait que des mauvaises herbes viennent s'intercaler dans les joints entre les dalles. Ces pierres doivent donc être fortement et solidement installées. Nous allons donc nous assurer qu'elles soient enfoncées d'un minimum de 1/3 de leur hauteur dans du stabilisé. Ceux qui ont un œil attentif l'ont peut-être remarqué, nos bordures sont différentes de la normale. La base peut mesurer 6 cm, mais au sommet, elle se réduit à 1,5 cm d'épaisseur. Nous les plaçons également environ 2 cm plus bas que notre niveau, afin que la bordure arrive à peu près à la moitié du carrelage. De cette façon, notre terrasse reste joliment bordée, mais nous pourrons laisser la bordure se recouvrir d'herbe pour qu'elle devienne invisible. Placez toutes les bordures et laissez ensuite durcir. Il est temps d'attaquer notre dernier côté. La terrasse que nous créons ici se retrouve plus haute que le reste du jardin. À son extrémité, nous allons donc utiliser ces blocs de construction pour créer des bacs à fleurs sur mesure. Ces blocs existent en différentes tailles et gabarits. Ils sont livrés avec des glissières et des plaques de jonction, ce qui va vous permettre de laisser libre recours à votre créativité. Les blocs de construction ont des ouvertures dans lesquelles insérer des boulons d'ancrage. Vous y fixez ensuite différents connecteurs en fonction de ce que vous souhaitez faire. De cette façon, vous pouvez réaliser de nombreuses constructions pour votre jardin. Il existe également des blocs de construction dans d'autres tailles ou pour d'autres applications, ce qui vous permet d'être toujours très créatif. Les bacs à fleurs seront au même niveau que la terrasse. Le cordon doit donc remonter de presque 2 cm. Ici aussi, nous appliquons d'abord une couche de sable stabilisé. Et pour vérifier si on est à la bonne hauteur, Roger réalise rapidement un accessoire. Il transpose la taille adéquate sur une chute de bois pour voir si la hauteur est correcte. Puis il vérifie avec le niveau à bulles que la fondation soit bien à niveau. Il retire un peu plus de stabilisé là où c'est nécessaire. De cette façon, on obtient une première surface. On transpose ensuite la dimension en extension et à l'autre côté du bac à fleurs. Pour cela, prévoyez un niveau à bulles, vérifiez régulièrement que tout s'adapte harmonieusement. Ensuite, enlevez l'excédent de stabilisé entre les deux rangées. Les blocs peuvent être mis en place. Il y aura 2 rangées, l'une au-dessus de l'autre. Vérifiez avec un niveau à bulles que les blocs soient bien à niveau avec le cordon. C'est le bord de notre terrasse et il doit être en ligne droite à la bonne distance. L'extrémité ne sera pas une longueur complète. Alors là encore, on passe par la meuleuse pour raccourcir. Ne coupez jamais tout d'un coup, mais taillez une première ligne et ensuite vous vous enfoncez plus profondément dans la pierre. Le coin du bac à fleurs est formé et peut se fixer. Faites-le avec un connecteur d'angle spécial, vous le fixez en fixant 2 écrous au boulon d'ancrage fourni. Vérifiez vos coins et fixez aussi le deuxième coin. Et Roger réalise un autre accessoire. Il prépare un morceau de bois d'une largeur identique à l'intérieur du bac à fleurs. Il vérifie que ces 2 rangées soient parallèles. Au-dessus de la première rangée vient immédiatement la deuxième rangée. Et nous opérons ici dans un appareillage à demi-brique pour davantage de solidité. Les blocs devront d'abord être coupés sur mesure.
Prévoyez à chaque fois pour chaque bloc les boulons d'ancrage nécessaires. Il y aura également un connecteur d'angle pour la deuxième rangée. Placez-les à l'envers pour pouvoir connecter les connecteurs ensemble avec un boulon d'ancrage. On relie les deux rangées avec des connecteurs droits placés verticalement. Nous en plaçons un à la fin et un au milieu. Voici comment construire des bacs à fleurs en un rien de temps. La manière, l'endroit et le nombre de connecteurs que vous placez dépendent de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez fixer les connecteurs de plusieurs façons différentes, mais le plus important, c'est que cela forme un ensemble solide. Vérifiez régulièrement que vous travaillez de manière bien droite et bien ajustée et contrôlez vos angles avec une équerre. Entre les deux bacs à fleurs que nous avons mis ici, il y aura une autre marche. La hauteur standard est de 15 cm. Ici cependant, une hauteur de 18 cm est nécessaire et il faut tenir compte de l'allée existante. Pensez créatif, c'est le message et c'est pourquoi Roger place une première marche à l'envers et plus profondément dans le sol. Comme les marches sont lourdes, il fait appel à un grutier pour l'assister. Une fois la première marche à niveau, Roger place une tige métallique. Suit alors la seconde marche. La barre ronde permet de retirer facilement les sangles en dessous de la marche. La tige peut alors être retirée. Une dernière vérification avec le niveau à bulles, car les escaliers eux aussi doivent également être mis à niveau. Et le travail peut commencer sur le deuxième bac à fleurs. Les éléments de construction sont faciles à installer. La seule chose à ne pas oublier, c'est de glisser des boulons d'ancrage dans les fentes pour fixer les connecteurs. Vous en avez oublié un, eh bien pas de problème, il suffit de découper un morceau de la fente à un endroit où vous ne mettrez pas de connecteur et d'insérer le boulon d'ancrage. Faites glisser au bon endroit. Si nécessaire, fixez vos rangées horizontalement avec un connecteur droit pour plus de solidité. Et enfin, une dernière étape pour donner de la solidité à nos bacs à fleurs et les empêcher de se défaire, consiste à installer un profilet de raccordement. Il faut d'abord indiquer la taille et rectifier le profilet sur mesure. Fixez ensuite à l'aide de boulons d'ancrage un profilet au connecteur droit. Vous les répartissez dans le sens de la longueur à une distance maximale de 1,8 m. Et comme dernière étape pour aujourd'hui, nous plaçons quelques carreaux récupérés supplémentaires au niveau des escaliers pour obtenir une jolie connexion avec l'allée existante. Nous les plaçons simplement dans le stabilisé et tapons à la bonne hauteur avec un maillet en caoutchouc. Le bord de la terrasse est là, il lui faut maintenant un peu de temps pour durcir. En attendant, la terrasse a également été pourvue d'une fondation. La construction de votre fondation dépend de la charge qu'elle devra supporter. Voici une couche de 10 cm de sable stabilisé. Avec ces carreaux, vous pouvez également opter pour une fondation en sable concassé ou en gravier. Le plus important, c'est que la fondation soit bien drainée. Optez pour un maximum de 150 kg de ciment par mètre cube de stabilisé. Nous sommes restés légèrement en dessous de la pierre de bordure avec notre fondation pour laisser de la place pour une couche de pose de plusieurs centimètres et nos carreaux qui sont de 4 cm de hauteur. Évidemment, ici aussi l'inclinaison a été maintenue pour assurer une évacuation correcte depuis la terrasse. Entre la maison et la terrasse, nous assurons une isolation des bords, ce qui permet de conserver du jeu entre les matériaux afin que le carrelage ne soit pas repoussé vers le haut lors de la dilatation due aux différences de température. Alors, prêt à commencer? Sortez le carrelage tout en mélangeant bien les paquets. Pour commencer, placez une rangée en largeur et en longueur. De cette façon, vous pourrez déjà vérifier si tout se déroule bien. Roger devra raccourcir quelque peu son carrelage le long de cette partie qui s'étend en dehors de la maison. Pour cette raison, il ne commencera pas sa première rangée à cet endroit, mais du côté opposé, car les carreaux découpés seront moins visibles du côté de la maison. Au-dessus de la fondation, il y aura donc une couche de pose. Celle-ci arrivera jusqu'à 4 cm en dessous du niveau de la terrasse. Vous pouvez maintenant choisir de progresser rangée par rangée ou de faire plusieurs rangées à la fois, tant que vous pouvez facilement gérer le stabilisé
et tout placer facilement. Versez le stabilisé que vous répartissez sur la surface avec une pelle ou un râteau. Placez un cordon de tension pour maintenir une hauteur et une inclinaison correcte. Du côté du bac à fleurs, placez un croisillon entre les cordes pour assurer un écoulement dans cette direction. À partir de la corde, vous pourrez mesurer si votre couche de pose est suffisamment élevée. Pour travailler plus facilement, vous pouvez utiliser les guides. Pour ce faire, lissez d'abord une bande de votre stabilisé. Placez une latte en aluminium sur la bande. Prenez une latte de lissage pour niveler votre couche de pose. Dans la largeur de votre bande de latte, prévoyez une deuxième bande avec un guide. Sur les deux guides, vous lissez ensuite davantage votre stabilisé. Roger le fait déjà des deux côtés de la terrasse et pose la première et la dernière dalle. Il procède ensuite au lissage de la couche de pose. Vérifiez régulièrement avec le niveau à bulle. Entre la première et la dernière dalle, tendez un cordon qui donnera la ligne directrice pour la position et la hauteur correcte de votre première rangée de carreaux. Tout est correctement préparé, et bien vous pouvez alors commencer à poser les dalles. Posez-les soigneusement le long du cordon et tapotez-les en place avec un maillet en caoutchouc. Vérifiez que les dalles soient bien en place et retirez les restes de stabilisé du carrelage. Prévoyez un joint à chaque fois. Dans notre cas, il s'agit de 3 mm. Prenez des croisillons ou des plaquettes de la bonne épaisseur pour maintenir un joint adéquat. À la deuxième rangée, nous raccourcissons la première dalle. Et pour obtenir une ligne bien nette, il est préférable de découper avec une scie diamantée sur table. Vous n'aurez probablement pas cet appareil chez vous, pas de souci, il se loue facilement. Une première couche de stabilisé a été damée et a eu le temps de bien durcir. Comme c'est du stabilisé, nous pouvons rajouter une deuxième couche du même produit, encore frais, qui nous permet ensuite de poser les dalles de béton directement dessus et de pouvoir les marteler à l'aide d'un maillet pour rectifier d'éventuelles différences de niveau. Ici, pour une grande surface, nous avons commandé notre stabilisé à la centrale béton, mais pour de petites surfaces, si c'est le cas chez vous, vous pouvez également travailler avec des sacs prêts à l'emploi. Et pour un travail aussi important, il est préférable de travailler à plusieurs. L'un peut découper les dalles pendant que l'autre les met en place. Et ce n'est pas uniquement un coup de main qui vous sera le bienvenu, puisqu'une ventouse ou une pince à tuile vous faciliteront la vie. Et oui, ça aussi, ça se loue. Une fois que vous commencez, le placement se réalise aisément. Vérifiez souvent de progresser en ligne droite. Vérifiez aussi à l'aide du niveau à bulles que vos carreaux soient à niveau. Comme le stabilisé de votre couche de pose n'a pas encore durci, tapotez la dalle avec un maillet en caoutchouc si nécessaire. La forme et les dimensions de votre terrasse ne vous permettront pas toujours d'utiliser des dalles carrées, par exemple de 60 sur 60. Ce qui pourrait se passer, c'est que la chute soit trop petite, la découpe, et cela serait donc plus fragile. Ici, nous avons donc opté pour cette terrasse en L pour des dalles rectangulaires. Nous avons également opté pour une distribution des joints en croix 1/3, 2/3, ce qui permet ici, derrière moi, dans la partie du L, d'éviter une chute trop petite. Et pour obtenir un bon résultat, eh bien, il est donc essentiel de réfléchir au préalable à la manière dont vous souhaitez tout finir. De cette façon, votre installation se déroulera beaucoup plus facilement. Une fois qu'un certain nombre de rangées sont en place, vous pouvez commencer à placer les dalles des rangées sur le stabilisé qui a été lissé.
Ces dalles sont composées de matières premières telles que la pierre naturelle, ce qui va influencer le coloris. Le fabricant a pris soin d'introduire des pigments afin d'uniformiser au maximum les couleurs, mais il se peut que d'une palette à l'autre, le coloris diffère légèrement. Le bon conseil est donc de bien mélanger les différentes dalles des différentes palettes que vous avez reçues. Le travail est presque terminé. Au bout de la terrasse, les dalles doivent être coupées sur mesure pour être bien ajustées. La scie sur table nous rend bien service. Pensez aussi à votre sécurité. Portez des lunettes de protection, une protection auditive et des gants. Veillez à bien lire les instructions. Et une fois vos carreaux faits sur mesure, pensez à les nettoyer avant de les placer. Les dernières dalles se mettent en place. Après cela, il faudra un certain temps pour que tout durcisse bien. Vient ensuite la dernière étape qui consiste à remplir les joints. Mais pour cette étape, attendez un jour plutôt ensoleillé et sec. À ce moment-là, nettoyez et dépoussiérez à nouveau votre terrasse. Et enlevez bien les pierres ou autres débris des joints si nécessaire. Notre terrasse est maintenant prête à être rejointoyée. Il existe plusieurs types de produits. Nous avons choisi un sable polymère. Ce sable contient des résines synthétiques qui vont le rendre très solide, mais aussi flexible, tout en permettant un excellent drainage. Le produit que vous choisissez dépend de votre dalle et de la taille de votre joint. Comme notre terrasse s'étend sur une grande longueur et est bordée de pierres de bordure, nous prévoyons un joint de dilatation au milieu de la terrasse à l'aide d'un mastic flexible. Pour éviter que le sable ne s'infiltre entre les joints, nous les recouvrons d'abord de ruban adhésif. Ensuite, faites pénétrer les granulés dans les joints à l'aide d'une brosse. L'objectif consiste à remplir complètement le joint avec le sable polymère. Optez pour un fer à joint ou tapotez sur les dalles avec un maillet en caoutchouc pour faire pénétrer les granulés plus en profondeur dans le joint. Essuyez ensuite l'excédent de sable en diagonale sur le joint. Appliquez suffisamment de sable. La quantité dont vous aurez besoin est indiquée sur l'emballage. Remplissez complètement les joints, puis retirez l'excédent de sable. Et vous pouvez repasser les joints avec votre doigt pour qu'ils soient non seulement suffisamment, mais aussi uniformément remplis. Ôtez les grains de sable restants sur la terrasse. Ici, un souffleur de feuilles pourrait servir, surtout pour les dalles avec beaucoup de relief, pour ôter les grains de sable restants. Le sable polymère est bien réparti, mais pour que tout s'assemble bien enfin, il vous faut de l'eau. Prenez un tuyau d'arrosage et mouillez votre terrasse. Travaillez sur de grandes surfaces et versez suffisamment d'eau sur chaque partie. Une fois votre terrasse complètement mouillée, repassez dessus avec de l'eau. Le but, c'est que le sable dans vos joints soit humide et bien jusqu'au fond. Et si des grains de sable s'égarent, nettoyez-les immédiatement pour éviter qu'ils ne collent à votre carrelage, à votre bac à plantes ou encore à vos escaliers. Une fois la terrasse bien mouillée, enlevez l'excédent d'eau avec une raclette. Ou un souffleur de feuilles pourrait également s'avérer utile. Une fois les joints remplis, le ruban isolant peut se découper tout autour de la maison. Une fois la terrasse suffisamment sèche, remplissez les joints de dilatation avec un produit d'étanchéité flexible. Nettoyez la surface et fixez le ruban adhésif au sol et au mur. Prévoyez également du ruban adhésif de part et d'autre des dalles de terrasse, là où vous souhaitez créer un joint de dilatation. Ensuite, sortez votre pistolet à mastic et remplissez les joints. Et remplissez ensuite soigneusement le joint de dilatation de la terrasse elle-même. Mouillez votre doigt ou prévoyez un produit de lissage pour ensuite complètement lisser le mastic.
Retirez l'excédent de mastic. Faites de même avec le joint de dilatation de la terrasse. Quant aux bacs à fleurs, ils seront également remplis de terreau. Nous y planterons quelques herbes rustiques qui offriront un joli contraste avec le gris du carrelage. D'ailleurs, un joint doit également se remplir de ce côté, celui entre la dalle et le bac à fleurs. Scotchez les deux côtés ici aussi, si nécessaire. Ensuite, remplissez ce joint avec du mastic flexible et lissez-le. Notre terrasse est maintenant terminée. Encore quelques heures de patience et nous pourrons en profiter. S'il venait à demeurer quelques traces de ciment, un simple dissolvant pour ciment résoudra ce problème. La couche de protection de nos dalles en béton va également les protéger contre les traces de graisse et les autres salissures. Cela ne donnera également aucune chance aux dépôts verts et aux mousses. L'entretien sera très simple avec du savon neutre. Veillez à bien lire la notice d'emballage lorsque vous commencez à manipuler un effaceur pour voile de ciment. Diluez le produit dans un peu d'eau et appliquez-le avec une éponge sur les zones voilées. Vous laissez tremper pendant quelques minutes et enfin, vous rincez bien le tout. Avec une bonne préparation, vous pourrez facilement créer votre terrasse vous-même. Et si vous avez choisi de bons produits, vous n'aurez non seulement une terrasse facile à entretenir, aussi également agréable à vivre, mais vous pourrez trouver des solutions, comme ici, une différence de hauteur en créant de jolis bacs à fleurs. Si vous avez raté cet épisode, vous le retrouverez sur le site web dobit.be. Ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous revois pour un prochain épisode.